Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Laurent Blomet, bonjour. Bonjour. Votre premier souvenir d'enfant, voilà, je vous demande de remonter quelques années en arrière à bord d'une automobile. Est-ce que des choses vous viennent immédiatement en tête, des moments, des odeurs même peut-être Oui, c'est incontestablement avec mes parents, assis à l'arrière et à peut-être être un peu insistant pour choisir une musique plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, c'est ce souvenir-là d'être avec eux, d'un moment qui était révolu puisque c'était il y a longtemps et mais ensemble, petit noyau. Dans une voiture particulière, un modèle ou pas À l'époque, mes parents avaient une 504. Donc si vous me demandez un moment précis, Ouais. oui, c'est une 504 blanche avec mes parents à l'arrière à choisir quelle cassette on allait mettre. C'est l'époque des cassettes. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec en face de moi un passionné d'automobile, Laurent Blomet, de belles automobiles même, et à la tête de deux entreprises, Monaco Car Auctions et Happy Few Racing. Alors avant de parler de tout cela, de votre vie, de votre œuvre et de ces sociétés, est-ce que vous me confirmez que l'automobile, c'est un univers de passionnés? Parce qu'à chaque fois que je parle avec un dirigeant d'une boîte, d'une marque, etc., on me dit que c'est un univers vraiment dont c'est une affaire de passion. On passe toute sa carrière là-dessus, quoi. Je pense que c'est Sa vie même. Oui, c'est une question de passion. On n'y rentre pas par hasard, à mon avis. Et si on y perdure, c'est qu'on a un affect par rapport à cela. Donc oui, c'est un univers de passionnés. Après, est-ce que tous ceux qui touchent à l'auto sont tous forcément passionnés? Je dirais pas forcément oui. Mais c'est un univers, globalement, en tout cas, quand on est à un certain niveau de décision, je dirais, de passionnés, oui. C'est un univers de passionnés qui communiquent entre eux, qui partagent leurs expériences respectives. Je pense qu'on peut être pratiquant automobile au sens professionnel du terme et également côté loisir. Donc oui, à un moment ou à un autre, on est amené à se croiser. Et puis la voiture, évidemment, quand on y travaille, on est obligé, généralement dans son temps de loisir ou de famille, d'en utiliser aussi. Donc oui. C'est un cercle finalement. C'est un cercle à la fois qu'on peut garder relativement restreint puisqu'on peut le partager en comité assez clos. Ou avec d'autres et à plusieurs, et chacun avec une auto, pas forcément tout seul. Vous avez dit, Laurent Blomet, que vous êtes... c'est une affaire de transmission aussi. Vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez tout petit? Incontestablement, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas forcément une transmission. C'est-à-dire que c'est une transmission génétique, puisque c'est dans mon ADN, mais je n'ai pas eu une famille liée au secteur automobile, ni particulièrement passionnée ou à me transmettre quelque chose. Je l'ai en moi, avec ensuite sans doute des moments déclencheurs, des rencontres, qu'elles soient physiques au sens humain ou matériel, avec des objets qui m'ont poussé à être plus ou moins passionné, mais incontestablement, je l'avais en moi et c'est comme ça. Alors quel déclic, quel déclencheur, quelles étincelles vous venez de décrire? Donc votre famille, dans un premier temps, vous dites je ne suis pas issu d'une famille qui travaillait dans ce métier-là, mais qui vous ont néanmoins, qui ont nourri votre sensibilité à ce niveau-là. C'est plutôt, je dirais, parce que j'étais passionné que ma famille a un peu suivi et a fait en sorte que je puisse m'épanouir, si on peut appeler ça comme ça, et me faire plaisir en m'emmenant à des événements où l'automobile était présente. Mais c'est pas forcément... C'était plutôt moi, en fait, qui était le moteur de ça. C'est vous qui avez drivé, entre guillemets, vos indirectement, parents. Oui. Donc, au-delà de ce souvenir de la Peugeot 504 blanche que vous avez évoqué, à quel moment vous vous êtes dit, vous êtes devenu mordu de ce secteur-là? Je pense depuis toujours, puisque ma maman a plaisir à me rappeler que quand j'étais encore en siège bébé, donc tout petit, j'avais une voiture que je faisais rouler sur moi. Et parce que j'étais fou de voiture dès le début. Ensuite, en grandissant, on se cultive. En grandissant, on passe d'une passion, si on peut l'appeler déjà comme ça, générique, à après un peu plus de précision. On se concentre plus sur peut-être les classiques ou les modernes, sur plutôt le design, etc. Et je le vois encore aujourd'hui. Mes goûts évoluent.
avec l'âge. Du design, on passe maintenant un peu plus de culture quant à la technique qui est derrière. J'étais fan des modernes, je deviens de plus en plus fan des classiques. On évolue. Donc il y a ce qu'il y a au-dessus du capot, donc le design, l'apparence, et ce qu'il y a en dessous. Et là, vous êtes un peu à la période où on sans être forcément dans la mécanique. Pas forcément la mécanique en tant que telle, mais la noblesse d'une mécanique plutôt que d'une autre, et incontestablement par-dessus tout le plaisir qu'il y a derrière un volant. C'est-à-dire que je peux apprécier observer une belle auto, mais j'apprécie d'autant être derrière le volant et d'avoir une sensation, bien sûr, les émotions. Au toucher du volant, même en statique, la matière du volant, ou le toucher de volant au sens propre du terme, qui est comment la voiture réagit, quel est son châssis, toutes ces choses-là. À quel moment de votre vie, Laurent Blomet, vous vous êtes aperçu, vous avez réalisé que c'était votre vie professionnelle aussi, du coup, parce que là, vous êtes votre activité, l'ensemble de votre vie professionnelle est lié à cela. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu une notion de s'en rendre compte ou pas. C'était une fatalité, si on peut appeler ça de cette manière. Il n'y avait pas d'autre alternative selon moi, donc je n'ai jamais cherché à faire autre chose qu'être dans l'univers auto. Ah oui, donc... Ouais. Petit, j'aurais rêvé d'être designer, comme peut-être tous les enfants passionnés d'automobile. Je me suis vite rendu compte que ça ne serait pas quelque chose qui serait dans mes cordes, mais l'automobile en tant que telle, d'une manière ou d'une autre, allait forcément être dans ma vie. Oui. Monaco Car Auctions, ce sont des enchères de voitures. Est-ce que vous pouvez me décrire rapidement Ce ne sont pas des voitures, monsieur, ce sont des Ferrari. Des Ferrari, voilà. Donc c'est 1000 excuses, monsieur Blomet. Est-ce que vous pouvez me décrire les coulisses de ce marché aux enchères de Ferrari? Alors, si je vous parle 30 secondes des coulisses de la vente aux enchères, ce sont donc des objets liés à la marque. Quand je dis objets, on parle à la fois évidemment des voitures, mais aussi tout ce qui touche à la marque en collection, que ce soit des pièces officielles de Ferrari, que ce soit des choses qui étaient sur des voitures, un aileron de Formule 1, des choses comme ça. Ou des goodies aussi, peut-être. Des goodies, des pièces qui sont signées par des pilotes ou plein de choses comme ça. Tout ce qui touche à la marque Ferrari, finalement. Tout ce qui touche à la marque Ferrari. Et pour rentrer précisément dans l'Asta Rossa, qui est le nom de cette vente, on a des biens qui vont valoir quelques dizaines d'euros jusqu'à plusieurs millions. Donc on est ouvert, et c'est la vocation de cette vente, à tout passionné, que ce soit pour acheter une voiture, là encore à des budgets très variés, mais aussi toucher à cet univers avec des pièces de collection qui peuvent valoir quelques dizaines d'euros. Tout passionné de Ferrari, donc vous dites quelques dizaines d'euros pour certaines pièces, mais si ce sont des passionnés, ça peut monter très vite, j'imagine. Ça peut monter très vite si on présente un objet qui est relativement rare et que plusieurs sont intéressés pour l'acquérir, c'est le principe des enchères. Combien de pièces, d'objets? Il y aura 65 lots à l'Asta Rossa, c'est à peu près ce qui s'était fait aussi l'an passé. La moitié ce sont des voitures et l'autre moitié ce sont des pièces de collection. Laurent Blomet, est-ce que le rétrofit, c'est la mode de rendre électrique des voitures de collection, des voitures anciennes? Est-ce que alors c'est pas votre business à vous, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce courant du rétrofit? Je réponds à deux questions que vous avez posées. Est-ce que c'est la mode? Dans l'univers Ferrari, il y a quelques personnes qui ont essayé de faire quelque chose, mais il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, mais plutôt dans une logique personnelle de modifier son auto plutôt qu'une logique de commercialisation. Après, ce que j'en pense... Des défis personnels, quoi. Oui, c'est un peu ça. Après, ce que j'en pense, je dirais, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi pas avoir une carrosserie ancienne, mais finalement beaucoup plus moderne et avec une techno électrisée. Personnellement, je n'y suis pas hostile. Certains seront des puristes en disant qu'une auto doit rester exactement conforme. C'est comme une restauration, doit-elle être de la couleur d'origine ou est-ce qu'on l'a fait à son goût? C'est un peu la même chose. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que voiture de collection... Est-ce qu'une voiture de collection est compatible avec cela? Parce que par définition, une voiture de collection, parfois une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, toutes ces technologies électriques ou autres n'étaient pas encore là. Est-ce que finalement, ce n'est pas dénaturer un produit, un objet un peu prestigieux qui n'a pas vocation à être... Je vais vous répondre avec un mot que vous avez cité en début d'interview, qui est passion. Et chacun la vit à sa façon. Donc on peut tout à fait se dire qu'on préfère avoir une voiture classique qui va avoir son odeur, au sens positif ou négatif, c'est problématique ou pas, parce qu'on aime mettre les mains sous le capot, ou au contraire, on se dit qu'une voiture électrique, finalement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fun, silencieux, répond à potentiellement certains critères, mais en gardant le charme d'une ancienne, parce qu'on a sa ligne, on a encore peut-être des matériaux. Chacun le fait à sa façon. Chacun le fait à sa façon. Alors vous êtes à Monaco, vous vivez à Monaco, mais aujourd'hui vous êtes à Paris et pourquoi vous êtes ici au Figaro. Merci de votre visite. Est-ce que Paris, c'est une ville de passionnés d'automobile? Est-ce que
les Parisiens sont férus de voitures de collection. Si on utilise les Parisiens au sens large du terme, de par certaines décisions politiques, on pourrait penser que non. Les Franciliens, si vous plaît. Mais non, Parisiens, pourquoi ouais. pas. Mais en tout cas, à Paris, incontestablement, il y a un noyau de passionnés. En témoignent certains clubs, en témoigne aussi la distribution de certaines belles marques. Donc oui, Paris est une ville où se trouvent des amateurs de Ferrari. Je ne dirais pas pour autant que les Parisiens sont forcément amateurs de voitures, mais en tout cas, à Paris, il y a un gros vivier, un gros noyau de collectionneurs et de propriétaires. Qui se retrouvent parfois d'ailleurs, je pense à l'avenue de Breteuil, là, du côté des Invalides. Il y a beaucoup, parfois des rassemblements assez incroyables. D'ailleurs, on voit des voitures très diverses, de toutes Vauban, il y a des rassemblements Vauban, très réguliers. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ces Parisiens se retrouvent aussi à quitter Paris pour aller rouler sur les belles routes environnantes pour prendre un peu de plaisir. Pour prendre un peu l'air aussi, un peu de verdure. Happy Few Racing, donc c'est votre autre société, donc c'est une offre destinée à tous les passionnés d'automobile pour passer un moment d'exception. Votre offre, votre business model, c'est quoi? Alors, notre offre, avant de parler de business model, c'est d'être à rendre plus riches les participants une fois qu'ils sont venus chez nous que quand ils sont arrivés. On ne parle pas de finance cette fois-ci, on parle d'émotion, on parle de ce qu'on a en soi. Riche d'émotions. Exactement. Ouais. Et donc, ce sont des rallyes qui sont tous ancrés et axés sur la thématique de l'humain, puisque nous organisons des rallyes qui s'appellent le rallye père-fils, le rallye père-fille, le Padre Figlio, qui est un rallye entre père et fils, mais que Ferrari. Donc en fait, ce sont des capsules d'un week-end, un tout petit peu plus qu'un week-end, où on se retrouve entre père et fils. Mais quand je dis père et fils, le cliché serait de dire un papa quarantenaire et un enfant qui est tout jeune adolescent. Et en fait, un rallye père-fils, ce sont à la fois des fils qui peuvent avoir 10 ans, mais des fils qui en ont aussi 60 avec un papa qui en a 90. Ouais. Et on se retrouve donc, pendant ce week-end, pendant cette capsule, à côtoyer des propriétaires qui sont tous venus dans un seul et même but, vivre un moment spécial entre père et fils, sans côté péjoratif, mais sans forcément les frères ou sœurs, sans forcément la maman, pas parce qu'on les dénigre ou pas parce qu'on ne veut pas qu'ils soient là, mais parce que c'est cette capsule entre eux, privilégiée l'espace d'un moment. Et sans parler de religion, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre parler d'un week-end des pères de famille, une retraite spirituelle, dans une certaine mesure, il y a un peu de ça. En fait, on voit que le passage par cet événement transforme les participants réellement et qu'ils ont construit quelque chose de nouveau entre eux grâce à ce moment. Et on est très heureux, très fiers de contribuer à cela. Et donc ça, c'est combien de clients, si on peut parler de clients? Alors, ce sont une 60aine de participants maximum à chacune de nos dates. Ouais. Et on a 3, 4, 5 rallyes par an, toujours sur cette thématique qui ne fait qu'associer systématiquement l'humain à cette passion automobile. Et dans le but de créer, de consolider une communauté déjà existante On n'a pas cette vocation à chercher à revendiquer être un club ou créer ce lien. Les liens se tissent pendant l'événement, les participants se revoient aussi en dehors, des amis. Parce que vous les connaissez tous ces. Évidemment, et il y a un très fort taux de fidélisation également, mais les fils qui ont plus ou moins le même âge et qui participent à ces événements se revoient forcément en dehors, qu'ils soient français ou qu'ils soient sur différents continents. On sait qu'ils gardent le lien et on a créé quelque chose, et donc c'est ce qui nous anime. Parce que ces émotions-là dépassent les frontières. Là, on est à Monaco, on est en France, mais... Alors le rallye se fait pas forcément à Monaco. Pas forcément, mais on peut être à différents endroits. Ouais. Les participants sont en général originaires d'une quinzaine de pays différents. D'accord. Donc énormément de partage, de culture. Exactement. Merci. Multi-marques, multi-époques, multi-générations. Et voilà, un moment particulier. C'est le mot de la fin. Merci Laurent Blomet. Vous êtes passionné d'automobile, on l'a compris. On vous remercie infiniment d'être venu à ce micro. Je vous souhaite une bonne journée, un bon retour. Merci beaucoup. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.